et à tous, je suis très contente d'être parmi vous au congrès de mon UD. Je suis très contente d'être parmi vous parce qu'un congrès, c'est le moment où se serrer les coudes, c'est le moment où se donner de la force pour lutter, pour rentrer encore plus combatif et encore plus déterminé le lendemain au travail. Alors quand j'essayais de réfléchir aux quelques mots que je vous dirais, en fait je me suis dit que j'allais faire à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire mettre en avant toutes les choses qui doivent nous rendre optimistes. Parce que, je suis d'accord avec vous, on est dans un climat hyper inquiétant. Mais le point positif quand on est syndicaliste, c'est qu'on est forcément optimiste. Parce que le fait de se battre, eh ben, forcément ça change la donne. Quand on est à la CGT, on sait que rien n'est écrit d'avance et que c'est notre mobilisation qui fait la différence. On en a fait la preuve le 7 juillet dernier. Et on peut être fier du travail que nous avons fait parce que si la CGT n'avait pas été là, Bardella serait à Matignon au jour d'aujourd'hui. Et puis pourquoi c'est important d'être optimiste? Parce que c'est ça qui donne envie de s'engager. On ne syndiquera personne, on ne motivera personne à s'engager dans une lutte si on est sur la litanie des mauvaises nouvelles et toutes les trahisons que ne nous manqueront pas de faire le patronat, le gouvernement, voire les autres organisations syndicales. Pour qu'on puisse enclencher un rapport de force, il faut ouvrir des perspectives et donner confiance. Alors moi je suis venue avec 5 nouvelles qui doivent nous donner confiance. La première, c'est que, on l'a vu mardi soir, Macron est définitivement condamné à une gesticulation médiatique avec une impuissance quasiment totale. Il l'a, pourquoi? Parce qu'il a voulu imposer sa réforme en force. Il a pu parce qu'il a la chance d'avoir une constitution qui lui donne beaucoup trop de pouvoir, mais il a été sanctionné par les urnes. Il n'a plus de majorité pour faire ses réformes, et c'est important de rappeler que c'est grâce à notre mobilisation que nous avons forcé l'enterrement de la réforme de l'assurance chômage. Voilà, c'est la première fois qu'on réussit à enterrer une réforme de l'assurance chômage. Bravo! On a gagné sur les régimes spéciaux, les cheminots ont gagné, mais on n'a pas gagné sur la partie chômage. Donc soyons conscients de ce qu'on avait réussi. On a réussi à enterrer le projet de réforme du Code du travail que Macron avait décidé d'imposer s'il n'avait pas perdu sa majorité. Les camarades de Radio France et de France Télé viennent de réussir à enterrer la fusion de l'audiovisuel public. Il y a des spectres qui peuvent ressurgir et que tant que Rachida Dati sera dans ce gouvernement, elle voudra toujours essayer de faire revoter cette réforme, donc il faut rester très vigilant. Nous avons aussi réussi à enterrer la réforme de la fonction publique, et là franchement c'est grâce à la mobilisation de la CGT et des fonctionnaires, et notamment la mobilisation du 5 décembre. Passé un peu plus inaperçu, mais quand il y a un peu plus d'1 an, le gouvernement avait décidé de venir faire les poches de nos régimes de retraite complémentaires, à savoir l'Agirc-Arrco, pour pouvoir encore faire une réforme des retraites régressives, nous avons réussi à empêcher Macron de prendre 1 milliard dans les caisses de nos retraites complémentaires, ce qui aurait encore baissé les retraites de salariés. Et conscients, les camarades, de notre rapport de force. Deuxième bonne nouvelle, on est évidemment confronté au plan national et au plan international à une internationale d'extrême droite qui est aujourd'hui en situation de prendre le pouvoir dans tous les pays du monde, notamment tous les pays occidentaux, parce que l'extrême droite, c'est d'abord une maladie des pays du Nord. Évidemment, c'est un contexte extrêmement inquiétant, extrêmement grave, avec des dangers d'un niveau inédit qu'on n'avait pas connu depuis plus de 80 ans. On a l'impression d'être dans le contexte des années 30. Mais le contexte des années 30, c'est à la fois 1934, avec le coup d'État que voulaient faire les ligues d'extrême droite, mais c'est aussi 1936, avec ce que nous avions réussi à l'époque, un programme de conquête sociale. Et donc,
ce contexte-là, évidemment, il doit appeler à la plus grande vigilance, la plus grande mobilisation du syndicalisme et de la CGT, mais il peut nous permettre de mener les clarifications nécessaires et de créer une nouvelle lucidité chez les salariés, chez les travailleuses et les travailleurs et dans la population. Pour nous être à la hauteur de ce défi, il faut qu'on soit conscient, et d'ailleurs c'est aussi ce qui me rend optimiste, que le meilleur lieu pour lutter, c'est la CGT et c'est le syndicalisme. Parce que de façon identitaire, nous sommes internationalistes et donc nous ne nous rentrons pas dans ces logiques guerrières que cette extrême droite veut implanter au plan mondial. Parce que le syndicalisme, dans notre identité, nous sommes dans la proximité et donc nous ne parlons pas au nom des travailleurs et des travailleuses, mais nous leur permettons de s'organiser et de s'exprimer eux-mêmes et elles-mêmes. Et c'est le meilleur moyen de lutter contre l'extrême droite, c'est quand les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes et elles-mêmes disent aux autres à quel point l'extrême droite est une imposture sociale. Enfin, pourquoi est-ce que le syndicalisme et la CGT sont dans une position clé ? Parce que fondamentalement, et vous l'avez encore démontré tout à l'heure, le syndicalisme c'est la démocratie, c'est la culture des débats et c'est bien pour ça que l'extrême droite nous déteste. Alors finalement, cette internationale d'extrême droite, c'est l'occasion d'une nouvelle lucidité et de clarification. Trump est arrivé au pouvoir, pourquoi ? Parce qu'il est soutenu par l'homme le plus riche du monde. Et donc, ça nous permet de montrer maintenant que l'extrême droite est définitivement le parti des milliardaires. On le voit, qui était au premier rang de l'investiture de Donald Trump, c'est le patron de LVMH, l'homme le plus riche de France, qui aujourd'hui fait campagne pour l'extrême droite en France. Ces deux milliardaires, Bolloré et Sterrin, qui sont en train d'organiser cette alliance entre la droite et l'extrême droite parce qu'ils savent que c'est ce qu'il faut pour prendre le pouvoir. L'extrême droite doit s'allier à la droite et c'est ce qu'ils sont en train d'organiser avec Retailleau. Donc ça nous permet de clarifier les choses vis-à-vis des travailleurs et des travailleuses. Et ça nous permet aussi de clarifier les choses en expliquant ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Les premiers perdants de la politique de Trump, c'est les travailleurs et les travailleuses. Combien de licenciements depuis l'élection de Trump ? Plus de 100 000. 100 000 fonctionnaires licenciés par Elon Musk en à peine 3 mois. Depuis l'élection de Donald Trump, les prix flambent aux États-Unis du fait de la guerre commerciale qu'il a lancée. Donc, le bilan du point de vue des travailleurs et des travailleuses, il va vite être très très clair et Trump va vite être confronté à une mobilisation sociale aux États-Unis et c'est ça qui va le faire perdre. Alors, nouvelle lucidité du coup face à l'extrême droite. Cette nouvelle lucidité, moi je trouve qu'on l'a vu le 1er mai, et on l'a vu aussi le 8 mars, le 22 mars, avec de très belles mobilisations et une détermination. Il y avait le 1er mai, il y avait beaucoup de non-syndiqués dans les rues, beaucoup de jeunes, beaucoup de familles. Il manquait aussi parfois certains syndiqués de chez nous, et donc on a peut-être aussi des questions à se poser de ce côté-là. Et donc cette nouvelle lucidité, eh ben, ça montre que nous, on a un boulevard pour créer de nouvelles alliances. Moi, je trouve que ce qui s'est passé pendant la campagne législative était très intéressant. Les meetings qu'on a fait, par exemple, à la République, avec plein de personnalités, plein d'organisations, plein d'associations qui se sont engagées et qui ont compris que maintenant, la politisme, c'était plus possible, on était obligé de prendre position face à l'extrême droite. Et il y a plein, je suis sûre que sur vos lieux de travail, il y a plein de salariés qui ont envie de se mobiliser, de s'engager. Et donc, la troisième bonne nouvelle que je voulais partager avec vous, c'est sur la question de la syndicalisation. En 2023, grâce à notre mobilisation, il y a 70 000 nouveaux et nouvelles syndiqués qui nous ont rejoints, beaucoup très probablement dans le 93. Énormément, voilà. D'après mes comptages. La modestie. Voilà, toujours, évidemment. Il faut être fier de ce qu'on est et bien conscient de ses forces. Et donc, de fait, ce qu'on constate dans ce contexte morose, c'est qu'il y a une disponibilité à l'action et à l'engagement des travailleuses et des travailleurs qui est très importante, avec l'image du syndicalisme, elle a été requinquée, l'image de la CGT, elle a été requinquée. On a un boulevard. Et donc, de quoi avons-nous peur ? Il faut ouvrir grand les portes et les fenêtres de la CGT pour que toutes celles et ceux qui sont inquiets par la situation actuelle, et il y en a plein, puissent s'organiser dans et avec la CGT. Pendant les élections législatives,
c'était extrêmement inquiétant, et on le constate toujours aujourd'hui, de voir ce racisme décomplexé dans la société, dans la rue, des agressions racistes, des agressions physiques. Je tiens d'ailleurs à adresser toute ma solidarité aux camarades du 93 qui a été agressé par un facho le 1er mai dernier. Donc il y a aujourd'hui... voilà. Et donc on a besoin que tous ces travailleuses et ces travailleurs qui ont peur de l'extrême droite, parce que, y compris ils et elles, savent qu'ils seront parmi les premiers ciblés, tous ces travailleurs et travailleuses qui sont les premières victimes de ce racisme et de cet antisémitisme décomplexé aujourd'hui dans la société, il faut leur ouvrir grand les portes de la CGT pour leur montrer que la CGT est là pour leur permettre de s'organiser et de se défendre. Et donc, aujourd'hui, ils et elles ont plus que conscience de la nécessité de s'organiser. Faisons une grande campagne de syndicalisation pour permettre aux salariés de s'engager, de se syndiquer, pour aussi se mobiliser avec la CGT pour gagner des avancées sociales, mais aussi pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Et dans le 93, vous êtes bien placés pour savoir qu'il y a un énorme enjeu sur ces questions-là et qu'il faut responsabiliser et interpeller les employeurs. Les premiers responsables du racisme au travail, c'est les patrons. C'est eux qui l'organisent d'ailleurs, même souvent, parce que ça leur permet de mettre en concurrence les travailleurs et les travailleuses, de moins bien payer, etc. On a besoin d'avoir une CGT très présente et très mobilisée là-dessus. Pareil sur la question des opportunités syndicales. On a eu des élections en décembre, les élections TPE, dans lesquelles la CGT a encore fait un score très élevé. Ça montre que quand tous les salariés peuvent voter, ils votent pour la CGT. Alors, il ne faut pas occulter qu'on a un vrai défi sur la question de la représentativité. Parce que malheureusement, les élections prud'hommes ont été supprimées et que maintenant, c'est les élections CSE qui déclenchent la représentativité et que ça a été fait sur mesure pour la CFDT. Ce n'est pas par hasard qu'on a supprimé les élections prud'hommes, c'est parce qu'elles étaient trop favorables à la CGT. Donc évidemment, il faut le dire et le rappeler. Mais cela dit, on ne va pas juste rester l'arme au pied en se disant c'est scandaleux, les élections prud'hommes, elles ont été supprimées. Maintenant, nous, il faut qu'on analyse et qu'on prenne toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir regagner notre première place, et il n'y a aucune raison qu'on ne la regagne pas quand on voit la cote de popularité de la CGT dans la société. Le problème, on l'a maintenant objectivé, il est dans les plus grandes entreprises, où maintenant les ingénieurs, cadres techniciens, agents de maîtrise sont majoritaires, et où la CGT n'arrive pas à organiser suffisamment d'ingénieurs, cadres techniciens, agents de maîtrise, et on voit à chaque cycle électoral la CFE-CGC, le syndicalisme catégoriel, ça peut être l'UNSA aussi parfois, qui progresse au détriment de la CGT. C'est pas la CFDT qui progresse, c'est la CFE-CGC qui progresse. Et évidemment que c'est un problème électoral, mais c'est aussi et d'abord un problème pour notre syndicalisme de classe. Le syndicalisme de classe de la CGT, c'est le syndicalisme qui rassemble la classe du travail contre la classe du capital. Et donc, on ne peut pas, avec une progression du syndicalisme catégoriel, évidemment que c'est la mise en opposition des salariés entre eux, et que ça, c'est la fracture des collectifs de travail avec un boulevard pour le patronat. Donc, on ne peut pas accepter de laisser les cadres et les professions intermédiaires à la CFE-CGC. Il n'y a pas de raison. En plus, globalement, pourquoi est-ce que la CFE-CGC progresse? Parce qu'elle a pris un discours beaucoup plus combatif ces dernières années, vous l'avez vu quand même, avec des cadres qui sont de plus en plus lucides, critiques sur la financiarisation de leur entreprise, et qui, si on leur permettait de se syndiquer à la CGT avec une CGT qui permette aux cadres de s'organiser et de se défendre, ils seraient très contents de venir. Et donc là-dessus, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. On a un outil qui s'appelle l'UGICT. Il faut évidemment au niveau du département avoir une vraie impulsion départementale, et puis dans les boîtes dans lesquelles il y a une majorité dictable, eh bien faire du syndicalisme spécifique en direction des ingénieurs, cadres techniciens, agents de maîtrise, pour leur montrer que ce n'est pas une variable d'ajustement, mais qu'ils sont pleinement accueillis à la CGT avec un cadre pour qu'ils puissent s'organiser et se défendre. Toujours sur la question de la syndicalisation, vous en avez parlé tout à l'heure, la question de l'unité d'action. Ça, c'est aussi un point qui doit donner confiance. Ça fait partie des acquis de 2023. 2023, on a réussi à déjouer tous les pronostics en termes de division syndicale. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un certain nombre de mauvaises habitudes qui reviennent, avec certaines organisations qui pensent qu'elles peuvent gagner en faisant cavalier seul. On le sait, la division syndicale, elle réussit à qui? Au patron. Vous connaissez la vieille expression de la CGT, quand les syndicalistes ne se serrent plus la main, c'est le patron qui se frotte les siennes. Évidemment, c'est toujours les patrons qui ont organisé la division syndicale dans le pays. On fête cette année nos 130 ans. Le problème, c'est qu'en 130 ans, combien de divisions syndicales?
Et le problème, c'est que dans notre histoire, au fur et à mesure des divisions syndicales, longtemps on a justifié le morcellement du syndicalisme français par le fait que c'était la pluralité, ça permettait aux salariés d'avoir le choix. Ben oui, sauf qu'en fait, ils ont le choix, mais ils ne syndiquent pas plus, ils se syndiquent moins. Les périodes où la syndicalisation a progressé, ce sont les périodes d'unité syndicale. C'est en 1936, quand il y a eu la fusion, la réunification entre la CGT et la CGTU. C'est en 1945, après que la CGT se soit aussi réunifiée avec, et remis fin à la scission avec EFO. Et puis c'est évidemment dans le prolongement des grandes luttes de mai 68 et dans les dynamiques revendicatives. Donc la division syndicale, c'est en général, elle s'accompagne toujours d'accroissement des forces patronales et d'accroissement de la désyndicalisation. Vous l'avez dit tout à l'heure, le travail avec la FSU, il ne faut pas jouer à se faire peur. Aujourd'hui, on ne parle pas de fusion. D'ailleurs, la FSU a eu un congrès et donc ils ont voté un texte extrêmement clair en disant une maison commune, ça n'est ni une fusion ni une absorption. Donc, je pense que là-dessus, les choses elles sont extrêmement claires. Par contre, une maison commune, ça veut dire qu'on travaille ensemble sur un certain nombre de sujets. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble sur, par exemple, des questions de lutte contre l'extrême droite, déjà, des questions internationales, des questions de formation syndicale, etc., etc. Et on le fait déjà. Et après, on avance en marchant, on décide ensemble. Et si on voit que les choses elles peuvent avancer, évidemment qu'on ne s'interdit rien. Mais si on voit qu'il y a des blocages, évidemment qu'on ne va forcer personne. Parce qu'aller à un processus de fusion forcée, ça serait complètement absurde, et pour la CGT et pour la FSU, parce que ça voudrait dire qu'on y perdrait des plumes et qu'au final, ça se traduirait par de nouvelles divisions. Donc faisons-nous confiance et disons-nous aussi que dans nos rapports avec les autres, et notamment avec la FSU, chacun doit balayer devant sa porte, les camarades, quand même. Parce que moi, j'ai entendu des choses sur les VSS. Bon, j'aimerais bien que la CGT, on soit en position de donner des leçons aux autres organisations sur la question des VSS. Évidemment, on a beaucoup progressé ces dernières années, mais il nous reste encore un certain nombre de problèmes à régler en interne. Et malheureusement, faut se le dire avec franchise, on a tous les mêmes problèmes. On a tous les mêmes problèmes. Et c'est aussi quand on se le dit que du coup, ça libère la parole des femmes victimes et l'action féministe en se disant oui, malheureusement, il peut y avoir des VSS dans la CGT comme dans toutes les organisations syndicales. C'est pour ça que c'est important de s'organiser pour lutter contre et pour mettre en place des mesures de prévention, de formation, etc. etc. Deux derniers points avant de conclure. Pour se donner confiance, toujours regarder... dernier point pour se donner confiance, on fête cette année nos 130 ans. Et donc, 130 ans d'histoire, c'est aussi se dire que, oui, le contexte est difficile aujourd'hui, mais la CGT, elle en a vu d'autres. La CGT, elle en a vu d'autres, parce que quand on s'est créé, et jusque globalement dans les années 70, il n'y avait quasiment pas de droits syndicaux. Et donc, on a quand même eu la moitié de l'histoire de la CGT où le syndicalisme s'est développé sans droit syndical. Donc c'est aussi important ça de se le rappeler. Les ordonnances, elles nous font beaucoup de mal, il faut combattre, et puis il faudra le mettre, il faut continuer à le mettre dans le débat politique, et notamment il faudra en faire un sujet central du débat présidentiel pour exiger l'abrogation des ordonnances et une nouvelle démocratie au travail. Mais ça ne doit pas être un prétexte pour ne plus pouvoir agir sur les lieux de travail, parce que dans la moitié de notre vie, on a réussi à militer sans aucun droit. Et d'ailleurs, la lutte des sans-papiers nous offre une magnifique démonstration de ce qu'on peut faire en termes de combativité dans les secteurs les plus précarisés et avec le moins de droits. Donc ne nous cachons jamais derrière ce genre de prétexte. Alors moi, je voulais finir par le chantier qui est devant nous, le 5 juin, et la bataille des retraites, parce que c'est aussi un point qui doit nous donner confiance. C'est que ce soir, plus de 2 ans après notre lutte historique, on fait encore un meeting contre cette réforme des retraites. Et ça, déjà, en soi, c'est un tour de force, parce que ça fait 2 ans que Macron veut tourner la page, et nous, le 5 juin prochain, on va encore faire une journée de manifestation, de grève pour gagner l'abrogation de la réforme des retraites. Pourquoi est-ce qu'on le fait le 5 juin ? Parce que le 5 juin, c'est ce qui va nous être dit, donc j'espère que tout le monde reste ce soir, c'est ce qui va nous être dit par les députés qui seront présents. Le
5 juin, à l'Assemblée nationale, sera soumis un projet de résolution permettant enfin aux députés de voter pour l'abrogation de la réforme des retraites. Et donc notre objectif, le 5 juin, c'est d'aller chercher ce vote de l'Assemblée nationale pour l'abrogation, pour montrer que quand on laisse la démocratie s'exprimer, quand on laisse les députés voter, et si enfin on organisait un référendum, évidemment que cette réforme serait abrogée. Alors ça, c'est le premier objectif du 5 juin. Le deuxième objectif du 5 juin, c'est d'envoyer un signal d'alerte extrêmement ferme sur la question du prochain budget. Parce qu'on sait que le danger majeur qui est devant nous, c'est l'austérité, qui est déjà aujourd'hui, les camarades de la fonction publique, les camarades de la culture, le vivent déjà concrètement avec des coupes budgétaires qui sont inacceptables. Et donc, Bayrou l'a annoncé, il veut faire 40 milliards d'économies dans le budget l'année prochaine, et donc on a besoin le 5 juin d'être le plus nombreux possible. Il va le rendre public en juillet. C'est le niveau de notre mobilisation du 5 juin qui va envoyer un signal. Si le 5 juin est faible, le signal pour le gouvernement, ça va être qu'il a les coups des franches pour agir. Dernier motif d'action le 5 juin, c'est d'aller chercher des avancées dans toutes vos boîtes. Le 5 juin, il faut travailler. Le 5 juin, il faut travailler des cahiers revendicatifs sur tous vos lieux de travail pour mettre sous pression le patronat. On ne va certainement pas les laisser tranquilles le 5 juin. Le 5 juin, on va chercher des augmentations de salaire, des mesures pour l'emploi, des mesures contre la précarité sur tous les lieux de travail. Et donc, c'est maintenant qu'il faut se mettre au boulot pour mettre en place des cahiers revendicatifs dans toutes vos boîtes, organiser des heures d'info syndicales avec tous les salariés, tous les syndiqués, pour que le 5 juin, il y ait deux motivations pour se mobiliser. D'abord, c'est qui? Pas nous, c'est qui? C'est pas moi. C'est où? Pas du tout. Il y a une manœuvre de sabotage. Gagner l'abrogation de la réforme des retraites et lutter contre le budget d'austérité. Et ensuite, gagner des avancées dans chacune de nos boîtes. Alors, mes camarades... Non mais là, alors là, en Ouais, mode... je vais... Faut que tu comptes ça. Qu'est-ce que c'est? Ça marche pas? Oui, non, c'est mieux. Bref, pour finir, je vous souhaite un excellent congrès, d'excellents travaux, et on se donne rendez-vous le 5 juin, aussi nombreux et déterminés. Tous ensemble, tous ensemble.